Hey, hey, hey! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 167. 167, Ben, wow! Christy. Oui. Un gros épisode quand même cette semaine. Beaucoup de nouveautés. Moi, j'ai une nouveauté qui a comme pas tant joué au cinéma ici, mais qui est rendue sur Netflix depuis vendredi, je pense. Hein? Ouais. Ben, depuis hier, je pense. Pas hier, Oui. jeudi. Ça se peut, oui. Cette semaine. Je l'ai pas vu encore. Ça va être intéressant. C'était correct sans plus. Je reviendrai. Ça, c'est décevant quand tu me dis ça, Ben. C'est décevant à tabarouette parce que c'est un gros réalisateur. Oui, j'y reviendrai. Oui, on y reviendra parce que moi, j'ai plusieurs nouveautés en salle. Oui. En salle, donc, dont une qui est sortie la semaine passée, il y a environ 2 semaines. Très décevante aussi, en même temps on s'y attendait. T'en parlais plus à la fin de l'épisode. Je vais commencer avec une grosse nouveauté, si tu me permets. Alien Romulus de Fede Alvarez. Fed ou Fede, je sais jamais comment dire son nom, mais bref, c'est Alvarez. Qui nous avait donné le fameux remake de... Oh. Pardon. Qui nous avait donné le fameux remake de Evil Dead. Donc, l'opéra de la terreur, qui est sorti en 2013, si je ne me trompe pas. Très sanglant, très violent, très dark. C'était complètement différent du film de Sam Raimi, sorti dans les années 80. Puis j'avais étonnamment été très surpris par ce film-là, j'avais adoré. Vas-y, Ben. C'est-tu lui qui a fait le 28 semaines plus tard aussi? Non, Ou c'est non, un non. autre espagnol? Je crois pas que c'est lui. Allez voir juste pour être sûr, parce que tu me lances un doute dans la tête. Parce que je me rappelle, c'est pas Danny Boyle, mais il me semble que c'était un espagnol. C'était pas Danny Boyle. 28 semaines plus tard, attends, je l'ai ici, là. C'était Juan Carlos Fresnadillo. Ah, c'est le fameux Juan. Ouais, je sais pas c'est qui. Moi non plus. Mais Fede Alvarez, je crois que c'est pas mal Evil Dead. Ah, Don't Breathe, qui a fait Don't Breathe aussi, que j'avais bien aimé. C'est pas un grand film non plus. Je sais que Jakku lui a détesté ce film-là. Je pense qu'il a eu peur. Bon, ok, on fera pas des accusations. Jakku il est un peu pissou ses bords. Mais Don't Breathe, c'était très intéressant comme film. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est Stephen Lang, qui est le vilain là, dans Avatar. Il est un vieil acteur quand même. Il a une gueule à faire peur aussi. Puis dans Don't Breathe, il joue un vieux aveugle qui a fait l'armée pis tout, mais ça on le sait pas trop, tu sais, au début. Puis c'est 3 jeunes, une fille puis 2 gars qui suivent dans le fond le chum de la fille, qui est un peu plus vieux, puis tu sais c'est un bump un peu, puis il sait que le vieux cache un coffre avec beaucoup d'argent dedans. Fait qu'ils veulent rentrer par effraction, donc c'est illégal, Ben. Puis voler le coffre avec plein d'argent. Fait que là, il entraîne les 2 autres avec lui, mais ça se passe mal, Ben. Parce que finalement, le vieux, même s'il est aveugle, c'est un Christy de vétéran, puis c'est un tueur, c'est bon. Il y a des secrets, ils vont découvrir quelque chose dans le sous-sol. Puis, mais tu sais, la fin, j'avais adoré la fin parce que c'était un peu un punch, tu sais, final. Comme on a eu aussi dans X, tu sais, mettons, quand elle découvre que, bon, il y a des esclaves sexuels un peu dans le sous-sol, tu sais, tu t'attends pas à ça, t'es comme, tabarnache, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, c'est qui ces vieux-là? Ben, Don't Breathe, c'est un peu le même genre de punch final, surprenant, pis tu t'attends pas à ça, pis t'es comme, tabarnache, ok, c'est bizarre, tu sais. Mais j'avais bien aimé, tu sais, un film, quand on parle d'un film de suspense, tu sais, Don't Breathe a beaucoup de suspense dans le film, pis c'est très bien amené aussi. Parce que, bon, c'est un peu du même calibre que A Quiet Place. Ils doivent pas faire de bruit parce qu'il est aveugle, fait que ses oreilles sont excellentes. Mais, tu sais, ils font plein de bruit, tu sais, en marchant dans la vieille maison qui craque partout. Mais, il avait aussi fait la suite. Ben, je sais pas si on peut catégoriser ça de suite, mais il avait fait The Girl in the Spider-Web, qui est comme la suite à... Dragon Tattoo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui a été faite par David Fincher. Puis,
Bon, c'est une autre actrice là, qui reprenait le rôle, là, fait que... Je sais pas si on peut catégoriser ça de suite, là, parce que c'est aucun acteur qui revient. Là. Daniel Craig n'est pas revenu, y a personne qui revient. Mais c'est comme le deuxième livre, je crois. J'ai pas vu les 3 films de Millennium, là, mais encore moins lu les livres. Mais à ce qui paraît, c'est la deuxième histoire. Mais ça, on oublie. Moi, j'ai pas tant aimé ce film-là. C'était très... tu sais, il y avait aucune vibe, justement, à la Fincher qu'on adore. Fait que... Ben, tu sais, la barre est haute aussi. Tu sais, Fincher, c'est du génie. Puis ce film-là, c'est peut-être son meilleur ou son deuxième meilleur. Là. Exact. Puis, on reconnaissait pas du Alvarez non plus. Tu sais, juste avant ça, il nous donne Don't Breathe. Très suspense, très lugubre. Puis avant ça, Evil Dead, qui était écœurant. Selon moi, c'est un des très bons remakes, le Evil Dead. Tu l'as-tu vu, le remake, celui-là? Non. Très sanglant, très lugubre, très épeurant. Donc, en pensant à Evil Dead, le remake, je me dis, Alien Romulus, on s'attend à quelque chose de gros. T'sais, on s'attend à quelque chose de terrifiant à tabarouette. Puis juste l'annonce, moi, toute la commercialisation du film avant sa sortie, j'ai trouvé ça vraiment écœurante. C'était vraiment bon. Il y avait plusieurs petites vidéos, des petits sketchs où est-ce que les gens reçoivent un face-hug là, dans la face. Puis là, en public, mettons, dans un métro. Ça, j'adorais ça. Je trouvais ça vraiment nice. Puis, ça, je trouve la publication du film a été vraiment bien amenée. Puis les annonces étaient bonnes aussi. Ouais, oui, absolument. C'était prenant, puis ça avait l'air d'un film assez violent puis assez gore, comme on s'attend d'un Alien classique. Là. Puis tu sais, compte tenu des derniers films d'Alien, moi je suis un adorateur d'Alien. Okay? Moi, la franchise Alien en entier, je l'adore. Même les plus mauvais, comme celui de Fincher, justement, qui a fait Alien 3. Moi, je le trouve bien quand même. Là. C'est sûr, à côté de l'original ou de Aliens de James Cameron, on est quand même loin de la traque. Mais ça reste qu'un Alien, c'est un slasher interspatial avec des créatures de l'espace. C'est des monstres, c'est des extraterrestres là, carrément. Puis moi, j'adore ça. C'est plaisant à regarder. Même le 4, Alien Resurrection, qui est pas très... ça n'a pas été très très bien reçu non plus. Puis ça, c'est Jean-Pierre Jeunet qui l'a fait. Lui qui a fait Amélie Poulain et puis Delicatessen. Exact! C'est un peu bizarre, qu'il avait fait ce film-là, mais je trouve, moi, j'adore Resurrection parce que t'as une jeune Winona Ryder, qui d'ailleurs, on va la voir la semaine prochaine, en fait dans 2 semaines, dans Beetlejuice. Beetlejuice! Je voulais juste plugger ce film-là, c'était écœurant. Puis, ça a l'air vraiment merveilleux, ce film-là. J'adore Tim Burton. Puis, Winona Ryder, elle joue une synthétique dans Resurrection. Okay. Donc elle joue Michael Fassbender, mais... Pardon? Elle joue Michael Fassbender, mais avant Michael Fassbender. Exact! Ou Ian Holm du Alien original. Ou Lance Reddition. Lance Henriksen. Ouais, c'est ça. Je sais jamais comment... Mais c'est... bref, c'est ça. Resurrection, je l'adore aussi. Puis Resurrection, c'est important que j'en parle parce que il va y avoir un petit lien dans Romulus. Là, on nous amène Romulus, puis ça fait environ... Covenant est sorti en 2017, je me trompe pas. Ça fait quand même 7 ans qu'il n'y a pas eu d'Alien. Puis on nous en parle depuis longtemps que, Ridley Scott veut faire une suite à Covenant. Mais là, il y avait eu Neil Blomkamp, si je me trompe pas, qui était censé faire un Alien, qui n'a jamais eu lieu finalement. Puis je sais pas à quel point, est-ce que c'est le scénario que Blomkamp aurait fait, celui de Romulus, ou bien ils ont vraiment changé d'idée complètement, puis c'est à travers ça aussi, dans les années justement, 2017, 2018, 2019, il y a eu la transition de Fox à Disney. J'imagine que ça a changé les cartes aussi un peu. Donc là, on se retrouve avec un Romulus de Alvarez, qui est quand même un réalisateur qui est très différent de Ridley Scott, là. Mais en même temps, Covenant a pas été chercher le budget, le box-office prometteur. Même l'histoire est un peu... moi j'avais adoré en salle. Alien Covenant, j'adorais ça parce qu'on revoyait pour la première fois les vrais aliens. Depuis Prometheus que... moi j'adore Prometheus, là.
Mais je l'aime aussi pour la surprise que j'ai eue en salle. Parce que moi, j'étais allé voir ce film-là en 2012 sans savoir c'était quoi. J'avais même pas vu l'annonce. Je sais pas où est-ce que j'étais en 2012, Ben. Mais j'étais pas là pour tout. Puis, fait que durant le film, tu sais, oui, tu remarques des références à Alien. Juste le début, tu sais, du film, comment c'est fait. Fait que déjà là, je me dis, Ridley Scott, tu sais, ok, mais il reprend un peu le thème d'Alien et tout. Puis bon, à la fin, tu comprends que c'est un prequel d'Alien. C'est vraiment écœurant dans ce sens-là. C'est sûr que l'histoire reste un peu mystérieuse. On n'a pas vraiment de réponse sur les ingénieurs, sur les origines de l'homme, de l'être humain, des aliens et tout. Mais, en fait, c'est l'origine des aliens, là, carrément, là. Mais dans Covenant, on n'a pas plus de réponse. Fait que ça, j'étais déçu aussi. On dirait qu'il a juste voulu plaire aux fans puis amener comme une nouvelle gamme de aliens, une nouvelle sorte d'hybride et tout. Puis là, ça a resté comme ça en 2017. Fait on n'était pas vraiment rassasiés. Puis là, Romulus, ce qui se passe, c'est que c'est un film qui se passe entre le premier Alien et le deuxième. Ça, on le savait dès le départ, là, il l'avait annoncé. Selon les dates, là aussi, dans les films, ça correspond, là. Je vais te dire des dates comme ça au hasard, là, mais admettons, le premier Alien se passe en 2070. Ben là, celui-là, entre le premier et le deuxième, il y a 57 ans qui se passe. Ça, c'est expliqué dans le deuxième film. Puis Romulus, c'est à peu près à la moitié des deux. Parce que ça se passe un peu, ça se passe comme en 2100 quelque chose. Fait que t'as une espèce de 20-30 d'années, là, après le premier film. Puis ce qui est intéressant, puis ce que je me doutais, mais en même temps, je me demandais, ils vont-tu faire des liens avec les films de Ridley Scott? Tu sais, ça va-tu vraiment être un film dans la franchise ou ils vont la faire vraiment à part, puis ça va être une nouvel univers et tout? Puis, comme de fait, oui, on a des beaux liens avec la franchise qu'a parti l'original de Ridley Scott, 79 quand même. Puis, on a une très belle surprise d'un caméo extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Que je nommerai pas parce que je veux pas spoiler le film. Mais c'est un film vraiment... c'est intense. Tu sais, c'est un film très... Il y a beaucoup de suspense. On retrouve le suspense de Don't Breathe qu'Alvarez a réussi à aller chercher. Puis, c'est sûr qu'au niveau sanglant, violence, je me serais attendu à plus, compte tenu du Evil Dead qu'il nous a offert en 2013. Oui, vas-y, Ben. Ça va-tu chercher la violence? Tu sais, mettons, c'est dans Prometheus ou dans Covenant, je me rappelle plus la scène où est-ce qu'ils font une césarienne à frette, là. C'est dans Prometheus. C'est dans Prometheus, ça. C'est horrible à regarder. Tu vas-tu chercher un niveau de ce trash-là ou pas tant? Oui, à un certain niveau, c'est sûr que... Moi j'ai regardé Prometheus puis le premier Alien avant d'aller voir ce film-là. Puis c'est sûr que... Tu commences à... Tu sais, quand tu vois la scène de la césarienne dans Prometheus, t'es quand même prêt à tout voir. Puis dans Romulus, justement, la seule déception que j'ai eue de ce film-là, c'est que j'ai pas eu justement cette sensation-là de tabarnache. C'est tough à regarder, mais j'adore ça, tu sais. Il y a des scènes, tu sais, c'est des scènes... Romulus, qui arrive, là, c'est que, oui, c'est une suite prequel, un peu, dans la franchise, mais ça reste que tous les codes d'un remake, d'un requel, ça s'applique tout à ce film-là, parce que t'as un retour aux sources, t'as un retour à l'histoire originale, puis t'as tout ce qu'il y a de bon dans un Alien qui est mis dans un seul film. Donc, la scène culte avec John Hurt dans le premier Alien, qui a le premier face-hug dans la face, puis qu'après ça, son torse qui explose et tout, puis c'est une scène culte dans la franchise Alien. T'as pas le choix d'avoir des torses qui explosent dans un film d'Alien. Ben, dans Romulus, t'as une scène quand même assez violente puis excellente, là. C'est sûr que tout est un peu mis rapidement sur la table, là, parce qu'on s'y attend, tu sais. Ce qui marchait dans l'original, c'est qu'on s'y attendait pas du tout, là. Tu sais, j'imagine la première fois que ça a passé en salle, les gens devaient capoter, là, quand la chose est sortie du torse. C'est sûr qu'après 7 films, on commence à se dire, ouais, on s'y attend un peu, tu sais. Mais c'est très bien fait pareil. Tu sais, le sang gicle, c'est beau. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de censure au niveau, justement, de la violence. Est-ce que c'est 20th Century Studio
qui a dit hey, on va faire un film 13 ans et plus, fait que on va censurer un peu. Parce que faut pas oublier que Evil Dead d'Alvarez, il était 16 ans et plus, là. Tu sais, c'est très gore, il y a beaucoup de choses dégueulasses là, dans Evil Dead. Mais Romulus, tu sais, même si tu sais, c'est pas aussi sanglant que je m'y attendais, il y a quand même le suspense du film qui vient compenser totalement là, tu sais, le film reste très terrifiant par justement ce suspense-là qui nous tient en haleine du début à la fin. Puis moi, pour vrai, Ben, j'étais sur mon siège tout le long du film, je capotais. Là. C'était vraiment une belle expérience cinématographique. Puis je suis content, tu sais, parce que j'aurais été déçu que le film soit merdique, puis que finalement, on fasse un Alien pour rien. Mais, tu sais quoi, il va y avoir... tu sais, je pense que ça a déjà commencé un peu le débat, là, de savoir si c'est une bonne fin ou non, parce que la dernière séquence du film, les dernières 30 minutes sont très... c'est sûr qu'il va y avoir un débat là, dans les fans puis dans les gens en général. La fin va pas plaire à tous. Moi, j'ai adoré la fin. Mais c'est ça. Sans vous en dire plus, la fin est quand même tirée un peu par les cheveux puis il se passe plein d'affaires, mais moi, j'ai adoré ça. Je trouve que ça fait partie de la franchise Alien, puis il faut de la nouveauté de temps en temps. Puis bon, la fin, tout en restant dans l'espèce de pensée que c'est un requel, c'est sûr que oui, il va y avoir des... Pardon. C'est sûr qu'il va y avoir des scènes similaires à l'original. Faut pas l'oublier, ça. Mais ça, c'est ce que j'ai entendu, que ça prend tous les plot points du film original, puis c'est comme juste refaire un peu le même film, puis les gens ont moins aimé ça, là, tu sais. Ben, ça, je suis pas d'accord, par exemple. C'est pas du tout le même... Tu sais, c'est pas du tout la même histoire, dans le sens que... À un certain point, toutes les aliens se ressemblent, parce que c'est un groupe de passagers ou de survivants qui se retrouvent piégés face à une créature qu'ils connaissent pas, tu sais. Mais moi, je suis pas d'accord concernant l'histoire de Romulus. Elle est vraiment différente du premier Alien. Puis même là où... un autre petit détail qui m'a chicoté un peu, c'est que on a moins de personnages que toutes les Aliens. Tu sais, on se retrouve avec 6 personnages. Je sais pas, ils ont tout filmé pendant la COVID. Ça a fait quand même un bout la COVID. Fait que je sais pas s'il y a eu une espèce de petit code restreint là, sur le casting. Mais ils sont 6 personnages seulement. Puis 6 personnages coincés dans un vaisseau. Là. Puis il n'y a pas vraiment de développement de personnages, si je peux dire. Là. On s'y attache un peu. Là, on sait, c'est des jeunes, premièrement. C'est un casting très jeune là, comparé aux autres films d'Alien. Sigourney Weaver, c'est la Ripley. Là, c'est la figure emblématique de la franchise Alien. Fait que c'est sûr que c'est difficile de topper ça. Kylie Spenny joue très bien. Moi, j'adore cette actrice-là. C'est une jeune actrice qui a joué Priscilla tout récemment dans Civil War aussi. C'est sûr qu'elle se démarque pas de tant dans ce film-là. Elle est une Romulus. J'aurais pensé peut-être qu'elle se serait démarquée un peu plus. Mais je pense que c'est peut-être la façon dont son personnage est amené aussi. T'sais, elle se réveille un peu plus vers la fin. Fait que, elle fait des trucs plus vers la fin. Mais c'est ça. Si c'était pas de tout ça, je trouve que c'est un film parfait d'Alien. Puis moi, je trouvais ça original. La façon dont l'histoire est apportée. Mais comme je te dis, les gens voient... Bon, les gens chialent aussi beaucoup. Là, c'est assis à cause de tout ce qui est remake, requel et tout. Parce qu'on est habitué justement à un requel qui va amener vraiment les mêmes plot points, comme tu dis, de l'original. On a vu ça dans Halloween, on a vu ça dans Scream, on voit ça pas mal dans tous les requels qui se font. Mais je suis pas prêt à dire que Romulus utilise exactement les mêmes codes de l'histoire de l'original. T'sais. C'est quand même très différent. Faut rester dans l'optique que c'est un Alien. Ben, je vous conseille en salle, c'est écœurant. J'en doute pas. Ouais. Il y a beaucoup de suspense, très suspense le film. Veux-tu jouer avec Hitman de Richard Linklater? Ouais, vas-y donc. Ben, Hitman qui est sorti en 2023. Je pense qu'il est sûrement des festivals en 2023. Il est sorti au cinéma au Québec dans les années 2024, il y a quelques mois. Ouais, mais Montréal, c'est à peu près tout. Il a pas joué, non, c'est ça, il a pas joué nulle part. C'était décevant, ça. C'était décevant, puis je pense que c'est un film qui aurait probablement pas marché en salle non plus tant que ça, parce que c'est un film qui est un
peu beige, à mon avis. Tu sais, Linklater, c'est souvent des scènes du quotidien. Puis ce que j'aime chez Linklater, c'est la structure du scénario, tu sais, que c'est un moment. Ouais. Tu regardes Everybody Wants Some, c'est quoi, c'est une semaine à peu près, juste avant que l'école commence, puis c'est ça, puis il se passe pas grand-chose, mais c'est juste le moment, tu sais. Days and Confused, c'est le temps d'une soirée, c'est un moment, tu sais. Exact. Puis dans Hitman, on se retrouve dans un scénario qui est plus classique, qui a comme un début puis une fin. Puis je trouve que ça fit moins avec le style de Linklater. Dans le fond, l'histoire, c'est Glenn Powell, qu'on voit tout le temps à cette heure partout, qui c'est un prof de philosophie. Puis à temps perdu, il est comme dans la police, puis c'est un infiltré, puis il se fait passer pour un... Il a comme un job d'être un tueur à gages. Fait que là, plutôt que ça va rencontrer des gens qui veulent engager un tueur à gages, fait que là, quand il prend l'argent, mais là, les gens se font arrêter, puis c'est ça, tu sais. Mais là, un moment donné... Ça pose des questions intéressantes aussi de cette manière-là, parce que, tu sais, il étudie la philosophie, puis, mettons, le bonheur, puis prendre des risques selon Nietzsche, puis tout ça, puis après ça, il prend des risques dans sa vie en faisant ça. Puis sa vie personnelle va comme s'entrecroiser avec ses fausses jobs de tueur à gages. Puis là, il va être dans l'eau chaude un petit peu, puis ça va devenir un peu chaotique. Mais tu sais, c'est pas un film, il y a zéro action. C'est un tueur à gages, mais tu sais, il tue personne, il y a rien. C'est juste des gens qui jasent entre eux, puis qui réfléchissent à la vie. Comme on verrait chez les Linklater généralement, mais... Son lien à la spiritualité, tu le retrouves un peu dans ce scénario-là. Ouais, sur comme la vision de la vie, puis du bonheur, puis de comme... Qu'est-ce qui compose... Philosophie, en général. Mais ça devient une genre de comédie romantique un peu, puis j'étais comme, il me semble que ça fit pas avec le thème du début. Ce qui fait que tout le long, t'es comme, c'est le fun, ça s'écoute bien, tu as du plaisir, mais il manque de piquant. Je trouvais ça beige un petit peu. Tu sais, Glenn Powell, il est correct. Moi, je suis pas un amateur de Glenn Powell, mais il est correct. Là, c'est parce que t'as pas vu Twisters! Faut que tu le regardes chevaucher des tournades avec son gros PK! Mais d'ailleurs, je pense qu'il a co-scénarisé Glenn Powell, ce scénario-là, avec Linklater. C'est ça. Mais pourtant, tu sais, dans Everybody Wants Some, il était super bon. Il sortait du film, puis je trouve qu'il était génial. Mais, regarde. Mais en général, ce que je remarque de Glenn Powell, c'est que c'est un bon acteur de soutien, tu sais. Ben, tu y mets un film autour de lui, de sa personne, je sais pas s'il va avoir le charisme de owner ça, tu sais. Tu sais, dans Top Gun Maverick, je sais pas si tu l'as vu, il est écœurant à Hangman. Il joue une espèce de Iceman, là, un jeune Val Kilmer, là, qui va être le douchebag de la gang, là, tu sais. Le trou du cul, comme on dit. Ben, tu sais, il y a la bégueule tout le temps, puis c'est sûr que ça paraît bien. Oui. Puis je pense que dans le rôle qu'il joue, ça va bien, c'est correct, là, mais je trouve pas que c'est un grand acteur. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, je me suis justement dit, c'est bizarre que Linklater fasse un film comme ça, tu sais. Parce que c'était vendu aussi comme un film d'action, dans le sens que... Oui, pis c'est zéro. Ouais, mais on s'y attendait aussi avec Linklater. Mais admettons, tu regardes School of Rock, qui est quand même très différent aussi de la filmographie de Linklater, là. Tu sais, School of Rock, moi j'adore ça, mais je veux dire, c'est loin d'être le meilleur film de Linklater, mais c'est un film très, très amusant, très le fun, tu sais, à regarder. Ben, tu sais, il y a peut-être cette vibe-là aussi d'un homme qui se cherche puis qui trouve quelque chose à travers un job qui lui appartient pas vraiment. On retrouve ça quand même dans la structure. Mais je trouve que School of Rock est meilleur, peut-être par l'ambiance ou tout ça. Il n'y a pas tant d'ambiance dans ce film-là, c'est ça que je trouve dommage. Il est devenu culte aussi, School of Rock. Ouais. On attend juste la suite. Richard, on attend la suite. Ah, il y a des rumeurs de ça, hein? Ça se peut-tu? Oui. Ok. Ben, il y a un des jeunes acteurs, je pense qu'il est décédé, là, fait que il sera pas là. Ah, okay. Celui qui jouait le batteur, là, je crois qu'il est décédé quand même jeune. Ok, je sais pas. Une dizaine d'années, je crois. Ok. Mais, le film est sur Netflix. Netflix, ben tente, oui. Là? Je l'avais mis dans ma liste. Ben, tu regardes-les, parce que c'est pas. Ah oui, non, c'est sûr que je vais le regarder. C'est ça. C'est un film qui est correct, là, puis sans plus. Mais moi, j'adore Eiza Gonzalez. Oui, elle joue bien. Très bonne actrice. Elle ressort. C'est comme des scènes un peu sexuelles, mais c'est comme des scènes sexuelles qui servent pas de temps. Là, c'est juste pour être sexy un peu. Ça, je trouve ça bizarre. C'est comme juste deux belles personnes ensemble. C'est un peu ça aussi son rôle dans Godzilla vs Kong. C'est vrai. Elle jouait la fille du grand boss qui a de l'argent, puis elle était comme je veux mon monstre à moi, puis elle se fait décoller un coup stick, puis elle est morte. Bref. Gonzalez. Dommage pour elle. C'est ça qui arrive. Mais c'est. Parce que je l'ai vu récemment dans le ministère des opérations spéciales. Là. Ouais. Elle était bonne, elle était très bonne. Moi, j'avais adoré dans Ambulance de Michael Bay. Michael Bay.
Mais ceci dit, j'ai fait ma liste Linklater, puis il se trouve dernier dans ma liste. Ah! Juste pas mettre pas trop d'attente. Là, Ok. mais c'est pas si Donc, mal, c'est si mal, mais pas trop d'attente. c'est pas Before Sunrise. C'est pas ça, c'est pas Boyhood, puis c'est pas Everybody Wants Some. Ben, Days and Confused, je l'ai pas timé, mais c'est en dessous de Days and Confused. J'ai adoré Days of Confused. Ok. Ça. Je sais pas. Christy, c'est un film on qui- va regarder ça sur Netflix, quand même. Absolument. Si tu veux, ben, je pourrais aller avec une nouvelle nouveauté. Je voulais juste dire, je parlais pas beaucoup de ces films-là, mais Alien Romulus, 20th Century Studio. Donc, tu sais, on se demandait, quand il y a eu l'achat de Disney, par Disney, en fait, l'achat de Fox, on se disait, ils vont-tu continuer de faire des films d'horreur, puis tout. Puis ça faisait peur quand même, le Alien, tu sais, qui ont été pris. Puis, ben là, sur Disney+, là, il y a beaucoup de films d'horreur qui avaient été faits par Fox. Mais aussi dans les dernières années, tu sais, juste avant la transformation, la transition en fait, il y a eu des films un peu. Tu savais pas trop si ça allait sortir parce que c'était Fox. Mais là, c'était pendant la transition vers Disney. Puis là, ils sont tous sur Disney+. Puis moi, ça faisait un bout qui était dans ma watchlist de Disney+. Puis j'en ai écouté une petite couple. Dont Antlers, qui est un film qui a été produit par Guillermo del Toro. Ça avait l'air très intéressant. C'était avec. T'as Jesse Plemons dedans. T'as Kerry Russell qui a le personnage principal, en fait. C'est quoi ça s'appelle? Antlers. Donc Antlers. Antlers. Ok. C'est une histoire un peu. C'est de la fantaisie un peu psychologique. Exactement. C'est un petit garçon qui se cache les yeux. Puis là, t'as une espèce de monstre avec des pics. Là, on dirait un gros porc-épic qui vient l'englober. Mais c'est un peu. Je reconnais un peu l'espèce d'essence à la Guillermo del Toro dans la psychologie par la fantaisie. Mais c'était très plate. Je me suis beaucoup ennuyé. Il se passe pas grand chose. Mais c'est parce que c'est long avant que ça. Tu sais, Kerry Russell joue une femme qui a été abusée par son père. Puis Jesse Plemons, c'est son frère qui est le shérif de la petite ville côtière où est-ce qu'il habite. Puis là, il y a des gens qui se font tuer, là, tout bonnement. Là. Puis là, ils cherchent un espèce de monstre. Là, au début, ils pensent que c'est un tueur en série. Mais là, toi, tu vois que c'est un monstre. Là. C'est comme un homme bizarre qui abuse ses enfants. Puis en tout cas. C'était étrange comme film. Mais si vous voulez le voir sur Disney+. Après ça, j'ai regardé. Ben là, ça, je t'en parlais pas beaucoup, là, mais Grim Cotty, c'est affreux comme film. C'est un film de Hulu, là, je crois qu'il est sorti par Hulu. Ben c'est sur Disney+. Grim Cotty, c'est affreux, c'est dégueulasse. Ça ressemble un peu à un film à la Nightmare on Elm Street. Mais c'est juste pas bon, là. C'est comme un meme internet que les jeunes s'envoient, puis là, c'est un monstre qui sort de l'internet pour prendre possession un peu des jeunes. Puis là, il y a comme un lien à faire avec les parents qui crient après les jeunes. Puis là, les jeunes, c'est comme s'ils s'en vont pour se suicider, mais c'est le monstre qui les oblige à se couper les veines, mettons. Puis... Mais c'était très, très, très désagréable à regarder. Je me suis endormi 3 fois. Il a fallu que je me réveille, je le recule, là, je dis ah non. J'ai rien vu de bon, fait que je l'ai avancé. Mais un que j'ai bien aimé, qui était de 20th Century Fox, ben, une filiale de 20th Century Fox, c'est The Empty Man. C'est un film qui est sorti, je crois, 2018, je me trompe pas. Ah, 2020. Je pense. 2020, c'est plus récent que je pensais. C'est un film de David Prior. J'ai rien vu de lui. Mais c'était un film quand même intéressant sur un homme qui a comme des visions. Il est un peu maladroit psychologiquement. Puis, ben, tu sais, il a vécu une tragédie il y a quelques années. Puis, il est détective privé. C'est un ancien policier. Puis là, il est rendu détective privé. Puis ça donne que son ancienne maîtresse, sa fille, elle disparaît. Donc là, lui, il se met sur l'enquête de retrouver la fille de sa maîtresse.
Puis là, il se retrouve plongé dans une espèce de secte de jeunes. Puis ça devient un peu psychédélique, là, parce qu'il se promène un peu partout. Puis là, il y a tout le temps comme des visions de jeunes qui se suicident. Pis tout, parce qu'il trouve des jeunes suicidés. Puis il y a comme une légende autour de tout ça où est-ce que les jeunes appellent The Empty Man. Puis là, ils souffrent dans... Il y a un peu un lien à faire avec Candyman, Bloody Mary, tu sais, les films de ce genre-là. Mais c'est sûr que c'est un long film, tu sais, il dure 2 heures passées, puis le début est très long pour rien. T'as comme un 20 minutes, tu sais, avant l'intro, là, avant qu'il y ait le titre du film, là. Tu sais, souvent, ça, c'est intéressant comment il apporte le titre du film, mais là, t'as un intro de comme 20 minutes d'une gang de gens que tu reverras pas, là, durant le film, mais... Ils font des affaires, puis là, c'est pour dire que le Empty Man est là, tu sais, puis... Mais c'est très long, là, tu sais, pour vrai, puis je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire, mais la cinématographie est très belle. La réalisation du film, là, est super clean. Puis les 20 minutes, là, du début, ben, ça se passe dans l'Himalaya, fait que t'as des très belles prises de vue dans les montagnes et tout, fait que c'était quand même... c'était intéressant. Là, je dis Himalaya, là. C'est pas exactement dans l'Himalaya, mais t'es dans des montagnes et tout. Mais c'était beau visuellement. Fait que je me disais, Christy, il y a quelque chose quand même. Mais c'était très long et plate le début, là. C'était pas intéressant vraiment. Mais le film en soi est bon, là. Je pense que c'est son premier long métrage à David Pryor, mais c'était un producteur aussi avant qui travaillait beaucoup avec Fincher. Puis, oui, c'est ça, j'ai vu, hein. Ouais. C'est principalement producteur. C'est ça. Mais bref, allez voir ça, Disney+, The Empty Man. Donc, l'homme vide. Ben, t'as des bonnes réalisations, puis des fois, ben souvent, en fait, t'as comme des espèces d'hallucinations à travers les images là, qui te font voir. Mais c'est juste la fin qui est un peu trop psychédélique, puis j'ai rien compris, puis c'est comme... Mais allez voir ça, peut-être que vous allez comprendre. Vous. David Pryor. Oui. Veux-tu checker un autre film? Oui, vas-y donc. J'ai regardé Vivre à 100 000 à l'heure parce qu'on va le projeter à Cinémascope, fait que j'ai fait mes devoirs de recherche, j'ai dû le regarder. Yes! Puis j'ai une entrevue aussi avec Louis Bélanger qui sort cette semaine, mais... D'ailleurs, c'est le dernier film de Louis Bélanger. Louis Bélanger qu'on connaît pour Gasbar Blues, pour Les Mauvaises Herbes, entre autres. C'est ceux que j'ai vus qui sont très très bons. Puis Vivre à 100 000 à l'heure, c'est un film de 2019, c'est un film autobiographique dans la mesure où ce que ça s'inspire un peu de sa jeunesse, mais tu sais, c'est... Lui-même, il dit que c'est un gros mensonge sur fond de vérité. T'sais. Puis c'est un film qui va beaucoup s'inspirer de Goodfellas. Dans sa structure, dans sa forme aussi, parce que genre, dans le fond, c'est la même structure, c'est la rédemption d'un gars qui est un peu bum, puis tout ça. C'est une voix off comme on retrouve dans Goodfellas. Je trouve qu'il y a des mouvements de caméra qui ressemblent à Goodfellas aussi. Puis c'est basé sur la jeunesse de Louis Bélanger à Québec, à Charlebourg. Donc là, tu traverses la fin des années 70, début 80, donc genre l'effet référendaire des années 80, de 80 justement. Puis tu sais, la guerre entre le Parti québécois puis les libéraux, puis ils pètent des panneaux des libéraux parce qu'ils aiment pas, puis tout ça. Puis ça se passe à l'école où est-ce qu'ils étaient au secondaire, puis ils ont tourné ça là-bas, puis tout ça. Puis c'est parce qu'au départ, ils ont demandé d'être président d'honneur pour quelque chose là-bas, puis représenter l'école. Puis là, il dit oh là là, si vous savez ce que j'ai fait à cette école-là, je faisais pas mes cours, et lui, il vendait de la dope, puis tout ça. Puis c'était comme vraiment, vraiment trash. Puis c'est un film, c'est justement ça, c'est 3 amis qui se passent en 3 temps, donc il y a 3 acteurs qui représentent tous les personnages à chaque fois. T'sais. C'est comme un tour de force assez intéressant. À différents âges, tu veux dire ou... À différents âges, c'est ça, oui. C'est ça. Ben, c'est 3 acteurs. Au début, c'est Matt Hébert, je pense qu'il s'appelle. Après ça, c'est Elijah Patrice quelque chose. Puis après ça, c'est Rémi Goulet, qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Louis Bélanger. Ah ouais? Quand tu mets les deux photos à côté, ils sont pareils. C'est malade. Puis c'est ça. Puis c'est de comprendre un peu cette amitié-là qui se crée. Puis c'est un film sur l'amitié, mais comment que juste des petits gars normaux qui ont pas de problème, rien, prennent le chemin d'être des bums pour le plaisir d'être des bums aussi. Puis tu sais, ça vient pas toujours bien. Je pense que dans la vie, ça a pas viré comme ça vient dans le film, là, parce que
il y a du monde qui sont pas morts, mais dans le film, il y a des gens qui meurent, puis tout ça, mais c'est ça. C'est un peu montrer cette tangente-là, puis comment que les chemins se séparent, puis tu sais, un peu l'importance de l'art aussi qui peut sauver la vie de quelqu'un, tu sais, l'art ça t'amène à autre chose, puis tu sais, comme, ok, je découvre ça, puis je quitte le monde des bombes, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un film qui est, tu sais, c'est pas un grand film, mais moi j'ai trouvé ça très bien, puis c'est ça. C'est bien réalisé, c'est bien le fun, tu sais. Tu sais, dans la biographie un peu de fiction, de ce que j'entends, est-ce que tu vois un peu de lien avec Troji, ce qu'il fait avec 1980 Ben, 81? t'as pas le choix d'y penser quand tu regardes parce que c'est ça, mais je pense qu'il y a plus de distance. C'est vraiment une histoire de fiction à travers une certaine réalité. Tu sais. Parce que, tu sais, j'ai demandé dans le film, il s'en va en prison. Je lui ai dit, t'as pas été en prison. Là. Il dit, non, 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 j'ai pas fait de prison. Ah, Ok, c'est ça. C'est-tu aussi gangster que Mafia Inc? Ben, c'est pas gangster parce que c'est des jeunes de 14 ans, là, tu sais. Oui. Fait que non, mais. En plus, j'ai pas vu Mafia Inc. non plus. C'est pas Mafia, tu sais. Mais tu sais, c'est comme des petits bandes de quartier, pis là. Oui. Tu sais, t'as comme des gens qui aiment pas bien ça, qui font qui vendent de la dope là. Pis t'as genre Benoît Béguenis qui joue un gars sauté, qui a une scène mais qui est extraordinaire aussi. Là, Ça a l'air c'est bon, génial. ça a l'air intéressant. T'as vu ça où? Mais on va. Ben, regarde. On le diffuse à Cinémascope, mais je l'ai trouvé. C'est trouvable. Ok. C'est trouvable. C'est Non, trouvable. non, on n'en dit pas plus, c'est trouvable. C'est trouvable. Mais allez voir Cinémascope sur grand écran, c'est toujours bon. Ouais. Louis Bélanger va être sur place en plus. Là. En plus, Donc, il va répondre à nos questions. Super sympathique, Louis Bélanger, il est génial. Ouais, absolument. Très génial ce monsieur-là, très sympathique. Fait que c'est ça, vivre à 100 000 à l'heure. Ben, tu sais, tous ces films aussi, Gaspard Blues, c'était super. Ouais. Les Mauvaises Herbes, je trouve ça tellement beau. Tu sais, c'est toujours des liens familiaux. Puis tu sais, j'ai demandé une question de dire, tu sais, c'est des films très personnels, mais qui vont résonner juste à cause que, tu sais, les liens familiaux, tout le monde en a à peu près. Tout le monde a C'est des vrai. parents dans la vie. Là. Puis il dit, c'est bizarre que, C'est tu sais, Gaspard intemporel Blues, aussi, ça se passe. ça va vivre dans le Absolument. temps. Puis, Absolument. Tu sais, Gaspard Blues, ça se passe à Québec, c'est bien québécois, puis le gaz bar, c'est comme, tu sais, où est-ce que t'allais piter ton char Ouais. à l'époque, puis t'avais un pompiste, tout ça, tu sais. Puis il dit, tu sais, je présentais le film à Hong Kong, puis les gens capotaient parce qu'ils reconnaissaient une autre place qui ressemblait à ça chez eux, tu sais, mais tu sais, c'est très québécois, puis c'est fou quand c'est universel, tu sais. Fait que, en tout cas, allez voir son cinéma, Très c'est bien intéressant. intéressant. là, je peux peut-être aller dans un film décevant. Une nouveauté. La nouveauté de cette semaine. Je sais pas à quel point c'est décevant, à quel point t'avais des attentes de ce film-là, là, mais... J'avais ça avait aucune l'air attente. En pathétique, fait, là, tu je sais. suis allé voir le Ça avait l'air- film. On parle de The Crow. Ok? Ça avait l'air tellement quétaine, là, comme Le film, là. Corbeau. Puis pour vrai, je suis allé voir le film pour justement dire à quel point c'est dommage. Pour en avoir le cœur net. Parce que c'est. Moi, je suis un grand fan du film original de 1994 de Alex Proyer. Puis Alex Proyer qui nous a donné un de ses gros films réputés de Alex Proyer que j'ai pas vu, mais que j'ai. Il est dans ma watchlist, là. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Je l'ai jamais trouvé, en fait, facilement. C'est Dark City. C'est un film très gothique, là, de 1998. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Ça a l'air que c'est son meilleur aussi. Puis moi, j'étais un grand fan de... Je dirais pas de tous ces films, là, parce que j'ai pas vu tous ces films, mais comme ses plus gros films... c'est un réalisateur australien, lui, Alex Proyer. Fait que... il a fait d'autres films plus jeunes, dans les années 80, je les ai pas vus. Mais ces films hollywoodiens, là, on compte parmi eux Knowing, avec Nicolas Cage. En français, c'est Prédiction, qui est sorti en 2009. C'était pas très glorieux pour Nick Cage, là, ce film-là. Mais c'était quand même bien. J'ai aimé le concept. Il présage un peu la fin du monde, là, par les chiffres puis tout. C'est un météorologue. Là, puis il a fait aussi God of Egypt. Ok. Puis il dit déjà... ben moi j'adore la mythologie, que ce soit grecque, égyptienne et tout. Fait que j'ai adoré ce film-là, même s'il est vraiment pourri, c'est pas bon. Là. Puis un de ses films que j'adore, c'est I, Robot, avec Will Smith. Ok, c'est lui qui a fait J'adore ça, tu sais. C'est un peu C'est basé sur Isaac Asimov. Pardon? C'est basé sur Isaac Asimov. Oui, mettons, exact, Robot, exactement. Puis je trouve tout le concept justement du robot, la résonance, le AI qui est comme avant son temps, c'est excellent là. Dominer le monde et tout. Puis The Crow, je trouve c'est son meilleur. Sorti en 94. Mais bon, j'ai pas vu Dark City, donc c'est pour ça que je suis curieux de voir ce film-là.
Mais The Crow, c'est un personnage d'un comic. C'est basé sur des comics qui sont sortis fin des années 80, je crois 89. Puis, je me rappelle plus le nom. Celui qui a écrit ça, attends un peu. Mais il a écrit le comics par une expérience qu'il a vécue lui-même. Tu vois, James O'Barr. Ok. C'est lui qui a écrit The Crow. Puis le comics. Puis il a écrit ça à la suite, je crois que c'est le décès de sa blonde. Elle a eu, je crois que c'était un accident de voiture avec un homme qui était sous au volant. Fait qu'il a écrit après ça le comic book, dans lequel c'est un couple qui vivent leur vie tout bonnement, puis il va... Le gars va rentrer chez lui, puis sa femme va être en train de se faire violer, puis elle va se faire assassiner par une gang de malfrats. Puis lui aussi, après avoir vu ça, il va se faire tuer, puis il va se réveiller dans sa tombe, puis il va revenir sur Terre pour venger la mort de sa fille. Ben, de sa blonde, en fait. Fait que c'est une histoire de vengeance. Puis le comics, il est réputé pour avoir amené justement l'espèce de super-héros gothique dans l'univers des comic books et tout. Mais tu sais, ça existait sûrement un peu avant, là, dans les années 60, peut-être fin 70, début 80, mais tu sais, dans les années 80, c'est là où le gothique est arrivé un peu plus, là, tu sais, début 90 et tout. Fait que c'est sûr que The Crow est réputé pour être... C'est pas un super-héros, c'est un anti-héros, mais c'est un anti-héros gothique, t'sais. Donc, c'est très violent, les comics et tout. J'ai pas lu les comics, j'ai vu des petites parcelles, mais le film d'Alex Proyas, sorti en 94, tu vois que c'est quand même récent après la sortie des comics, des premiers comics. Il y a pas une tonne de comics, là. Mais l'histoire, tu sais, du film, c'est exactement l'histoire principale de l'anti-héros. C'est-à-dire que le film commence, puis tu vois déjà des scènes de meurtre où est-ce que la fille s'est tuée, puis là, c'est Brandon Lee qui va jouer Eric Denver, je crois que c'est Denver, quelque chose comme ça, The Crow. Donc Brandon Lee, qui est le fils de Bruce Lee, qui est décédé. Puis c'est la raison pourquoi The Crow est aussi culte là, comme film. C'est que Brandon Lee est décédé sur le tournage de The Crow après une scène où est-ce qu'il se faisait tirer dessus. Ben là, il y avait une vraie balle dans le fusil, puis il est mort pour vrai. Donc, c'est mystérieux tout ça, toute cette histoire-là, mais ils ont quand même sorti le film, puis ben, je suis content, parce que ça reste... Le film est quand même très... Tu sais, c'est bizarre, parce que dans le film, il est mort, il joue un mort, puis là, il meurt pendant ce film-là. Donc, c'est un peu... c'est aussi étrange, parce que son père, Bruce Lee, il est mort aussi durant le tournage, donc, tu sais, c'est quand même... C'est mystérieux, tout ça. Ça fait référence aussi à l'histoire avec Alec Baldwin, récemment. C'est un peu bizarre. Mais, c'est un film... Tu sais, moi, je trouve Brandon Lee, c'est vraiment le seul film bon là, dans lequel j'ai vu. Là. Sinon, il a fait beaucoup de films, là, lui, dans les années 80, début 90 aussi. Puis, mais tu sais, ça n'a jamais été un grand acteur, là, on s'entend. Bruce Lee, c'était pas un grand acteur non plus, mais il se battait comme un fou. Mais Brandon Lee, c'est ça, il a fait son nom après son père, donc c'est normal. Mais, tu sais, je trouve que c'est le film qui l'a rendu légendaire parce que il own pas mal le personnage. Là. Il joue un peu une espèce de Joker sadique. Puis il revient pour sa vengeance, mais il va avoir le plaisir aussi de tuer les assassins de sa femme. T'sais. Puis dans le fond, il revient comme un mort-vivant, mais il peut pas mourir. Fait que il se fait tirer dessus, là, il guérit. Admettons, il se coupe les mains, puis là, ça guérit. Puis, donc il a comme le pouvoir de venger sa femme. Mais c'est... tu sais, je trouve tellement le ton du film, l'esthétisme du film, c'est gothique, c'est lugubre, ça feel le comic book, là, tu sais. Tu sais, un film des années 90 où est-ce que c'est un monde dystopique un peu... tu sais, on se retrouve à une époque du présent, quand même, là, 94, mais l'esthétisme, les décors du film, les ruelles qu'on voit, c'est très post-apocalyptique, là, tu sais... Il y a plein de gangsters avec des guns dans la rue, pis tu sais, tout le monde fait ce qu'ils veulent, on dirait, là. Mais c'est-tu un peu genre Gotham? Un peu Gotham, ouais. Pis tu sais, moi, je trouve que ça fait toujours référence un peu à d'autres films des années 90.
que j'aime bien, là. Même si ça... C'est des films vraiment qui ont pas une bonne cote, là, mais moi j'adore Spawn. Spawn qui est un anti-héros aussi. T'as jamais vu Spawn? Non, je pense pas. Tu connais un peu? Je pense pas non plus. Tabarnache. C'est un... Spawn, c'est un homme qui était, si tu veux, un tueur à gages un peu, là, mais un agent spécial. Puis là, il se fait comme... il se fait bomb par son boss, un gangster. Puis là, il s'en va en enfer. Il est mort, là, il meurt brûlé. Fait que là, il s'en va en enfer, puis là, il est tout brûlé. Puis le diable le renvoie sur Terre pour aller comme en tant que guerrier de Dieu, si tu veux. Ben, c'est ça, c'est Dieu qui l'envoie sur Terre pour aller en guerrier, pour aller tuer les démons, pis tout. Mais tu sais, c'est un film des années 97. Fait que c'est pas très beau, là, à l'écran. Mais t'as John Leguizamo qui joue le clown. Le clown qui est un personnage, un vilain, là, de Spawn, pis il own le personnage en tabarnache, là. Le film est réputé pour John Leguizamo qui a joué ce personnage-là. Mais bref, je dérive un peu, là, de Crow. C'est un peu la même vibe, tu sais, dans une espèce de 90s post-apocalyptique, puis comic book, là. Il y a aussi Darkman, avec Liam Neeson, c'est sorti en 1990. Sam Raimi qui a fait ça. C'est Il Sam base Raimi. bien. Exact. Tu l'as vu, hein, ça? Non, mais je l'ai dit. Je vais regarder bientôt. Ok, le varnache. Puis, ben c'est ça, fait que le film d'Alex Proya, je l'adore, tu sais, c'est un Christ film. Puis t'as toute cette vibe-là, justement, des années 90, qui pour moi, c'est très réconfortant, c'est très... c'est typique rétro. Mais là, tu m'amènes un remake vraiment dégueulasse de 2024 avec un personnage de Crow qui est tatoué de la tête aux pieds. Puis tu sais, ce qui rendait aussi légendaire le personnage du corbeau de Brandon Lee, c'était ses cheveux longs. Puis tu sais, c'est un rocker dans l'histoire, tu sais, c'est un joueur de musique, puis tout. Fait tu sais, il y a comme le look rocker, puis il y a une espèce de... Quand il revient en vie, il se déguise, fait qu'il met comme du maquillage blanc, puis il se met du rouge à lèvres noir, puis tu sais, c'est très gothique, là, ça fait très... c'est quoi le chanteur, là, le gothique, là? Marilyn Manson. Ah ouais, Ça fait très Marilyn Manson, tu sais, c'est très... Fait que, tu sais, dans les années 90, les gens capotaient ce genre de musique-là aussi, ça devenait à la mode et tout. Fait que, tu sais, l'aspect gothique a pris tout un sens avec ce film-là. Puis là, t'arrives avec The Crow en 2024, 30 ans plus tard. Puis, tu te rends compte que, bon, ils ont sûrement voulu aller chercher le style, entre parenthèses, des jeunes d'aujourd'hui, là, ce qui est à la mode. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste pris le style de Machine Gun Kelly, là. Le MGK, là. Ils ont juste tatoué Bill Skarsgård partout, de la tête aux pieds, puis ils ont donné une coupe de cheveux vraiment à l'aide. Puis, ils ont dit, ah, t'es un jeune bum, puis tu vas venger la mort de ta femme, puis tout. Mais, tu sais, pour moi, le look est zéro badass, tu sais, je voyais juste un jeune qui avait des problèmes psychologiques. Puis, fait que... Pour ça, moi, je trouve que c'est un gros zéro dès le départ. Puis, tu sais, déjà, quand ils ont sorti les premières images du film, les gens chialaient, tu sais. Fait que... À ce point-là, tu sais, au pire, refais tout le film, là. Genre, change ton look, puis... Mais, bon, ça... Pour le look, ça n'a pas marché. Puis encore là, pour le film, c'est très long, c'est très ennuyant. Tu sais, le film original dure 1h40. Puis ça commence direct là, dans la scène de meurtre là, du début. Puis là, à travers le film, il y a comme des flashbacks de qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. Il revoit sa femme aussi en flashback. Fait que l'histoire est très bien montée. Là, tu m'amènes un remake dans lequel le film dure 1h50 environ. Puis tu vas passer pas mal la première demi-heure, là, même je dirais 40 minutes du début du film, à juste installer l'histoire que les deux jeunes, ils vont se rencontrer, puis dans un centre là, jeunesse, là, puis là, ils vont tomber en amour super rapidement. Puis après 3 semaines, là, ils vont ils vont s'enfuir ensemble du centre jeunesse, puis là, après 3 semaines, ils vont être en amour fou, puis
Là, elle est comme plongée, sa blonde est plongée dans une affaire bizarre là, de gangster. Gangster qui d'ailleurs a des pouvoirs. Là. Ils ont comme mis aussi. Ben, moi je connais pas les comics. Peut-être que c'était basé sur un comics, là, mais ce qui est très original puis le fun dans le premier de Crow, 1994, c'est que le seul à avoir des pouvoirs, c'est The Crow. T'sais, il se bat contre les gangsters de la place. T'sais. Un gangster qui est comme un peu un sorcier. Là, il arrache les yeux puis il fait des potions, mais il a pas de pouvoir. T'sais, c'est un homme normal. Là. C'est juste qu'il n'y a aucune chance contre The Crow parce que The Crow il meurt pas. Mais là, dans ce film-là, c'est. J'ai oublié son nom. T'as. Danny Houston. Je sais pas si ça dit quoi là comme nom. Il joue souvent des méchants. Danny Houston qui va jouer le vilain de l'histoire. Il a joué un méchant dans Wonder Woman. C'est lui qui fait Stryker dans X-Men Origin Wolverine. Exactement, c'est cette tronche-là. Il a joué dans pas mal de films, en fait. Il joue souvent des méchants. Puis, c'est lui qui va jouer le méchant. Mais que là, c'est un peu un démon là, qui s'enfuit de l'enfer. Puis, en tout cas, une histoire boboche, là. Puis, fait que là, ok, c'est un super-héros contre un super-héros. Fait que là, les deux se battent, mais... Tu sais, le film est long, il est ennuyant. Je me suis vraiment emmerdé. Tu sais, puis ils mettent de la musique aussi, tu sais... L'espèce de pas d'électro, là, mais comme... De la musique vraiment, endormante, là. Tu sais, c'est comme du gros piano, de la grosse bass, puis là, t'es là, tabarnache. Mais il y a une bonne musique, une vieille musique qu'ils ont repris, qui était bonne à un certain point, là, dans le film. Mais je te dirais, la seule chose que j'ai trouvé vraiment bonne, c'est le niveau de sang. Tu sais, c'est sanglant, c'est violent. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, là. Tu vas avoir une bonne scène dans un char, ça se passe dans un char. Puis sinon, c'est... Le carnage final, il est bon, tu sais. Mais tu le vois dans la bande-annonce, ça, déjà. Exact. Tu vois tout dans la bande-annonce. Le bout il se fait stabber dans le dos puis il tire à travers lui. C'est comme la grosse scène, j'imagine. Tu sais, c'est cette scène-là qui est vraiment fantastique. Mais, tu sais, quand tu regardes le film de loin, tu te dis... C'est zéro à la hauteur de l'original avec Brandon Lee, là. Surtout que la fin de l'original était 40. Tu sais, ils se battent... c'est Brandon Lee qui va se battre contre le méchant, le gros gangster, sur un toit d'une église, sous une pluie battante. Puis tu sais, il fait noir, puis là t'as des gargouilles. Fait que tu sais, c'est très gothique, puis le méchant il a une longue épée. Fait que là, on dirait un combat de mousquetaires, puis c'est vraiment bien réalisé, c'est vraiment bon. Tandis que la fin dans ce film-là, c'est juste... C'est très plate, là. Malheureusement. C'est dommage. Ben, c'est dommage, je trouve, aussi pour Bill Skarsgård, parce que c'est un Christy d'acteur. Prochainement, on va le voir en décembre, Nosferatu. Donc, tu sais, il est bon pour... Oui, il est bon pour faire des monstres, là, et tout, mais... Pour ça, décevant, parce que je pense, tu lui donnes le look que Brandon Lee avait, tu sais, les cheveux longs, puis tu sais, The Crow, ça a toujours été ça. Tu sais, il y a eu des suites, là, très mauvaises, là, les suites du film original, pendant toutes les années 90, puis même... Je crois le quatrième de Crow est sorti en 2002, si je me trompe pas. Tu sais, c'est tous des films, ils ont pas joué au cinéma, là, c'est pas très bon comme film, mais ils ont tout le look de Brandon Lee, tu sais, les cheveux longs. Fait pourquoi t'essayes d'amener quelque chose de nouveau que tu sais que ça marchera pas, tu sais? Tout pour faire frustrer les fans, tu sais. Puis tu sais, le réalisateur, c'est Rupert Sanders. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Non. Tu sais que ce gars-là, il est détesté à fond parce que il a fait Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. C'était vraiment minable comme film, j'ai détesté. Puis, il a aussi fait Snow White and the Huntsman. Qui était pas si mal, mais les gens ont détesté ce gars-là, me semble, parce que dans Snow White, c'était en 2012. Puis, il y avait eu une relation avec Kristen Stewart. Ben, relation comment? Une relation ou forcée? Ils se fréquentaient. Non, ils se fréquentaient. Mais ça a fait terminer
le couple de Pattinson, Robert ouais. Pattinson avec Kristen. Fait que là, les fans de Twilight capotaient, étaient là, non, non! Moi, je riais, j'étais comme tabarnage. Bref, The Crow, je vous le déconseille. Pour vrai, c'est rare, je vous déconseille d'aller au cinéma, mais je vous dirais, allez pas au cinéma pour voir The Crow. Regardez l'original de 94, il est écœurant. Allez voir Ababouiné qui est sorti cette semaine. Là. Allez voir ça. Ouais, mais hey, je suis déçu parce que il joue pas tout partout, hein. Il joue chez nous, mais le soir. Il joue pas dans la journée. C'est bizarre. Moi, sais pas pourquoi. chez nous, il joue pas. C'est dommage. Peut-être qu'il va avoir une autre date de sortie prolongée, peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est dommage, quand même. André Forcier, ben, ça a l'air super accessible, ça a l'air super bon, il paraît que c'était écœurant, mais oui. André Forcier, c'est peut-être un style qui fait peur aux gens, mais pourtant, c'est pas fucké, André Forcier. Je trouve pas que c'est fucké, c'est juste un gars qui a de l'imagination. T'as des grands noms aussi, là. Absolument, ben oui. Mais ça parle d'église aussi, ça parle d'église, peut-être de manière un peu trash, là, mais en tout cas. On regarde ça avec un œil ajusté. Moi, c'est sûr, je vais y aller cette semaine, c'est sûr. Ah, ben, je parlais qu'un dernier film. Moi, il me reste un film. Moi aussi. Ok, ben, je vais aller avec le mien. C'est un film qu'on projette à Cinémascope encore parce que je fais mes devoirs, j'ai pas le choix. C'est La Passion d'Augustine de Léa Poul. Oui. L'as-tu déjà vu? Je l'ai jamais vu. J'ai failli, mais j'ai désisté. Ben, tu sais, c'est un film qui est intéressant parce que c'est un film de 2015. C'est un film fait par des femmes, scénaristes puis réalisatrices femmes. C'est fait avec un casting quasiment uniquement féminin. T'as des gars dans certaines scènes, mais c'est très rare. C'est Céline Bonnier, hein, la principale. Céline Bonnier qui joue Augustine, la mère Augustine. Puis dans le fond, ça se passe dans les années 60 pendant que le gouvernement du Québec crée le ministère de l'Éducation. Donc là, c'est la transition des couvents vers une école publique, tu sais. Puis c'est des sœurs qui essayent de se battre à leur survie pour essayer de continuer d'avoir du pouvoir, de faire comme ça. Mais c'est pas nécessairement un combat, c'est plus la transition de quelque chose. Puis c'est un regard qui est intéressant parce que c'est un regard de... Il n'y a pas de critique envers l'Église, il n'y a pas de critique envers ça, c'est juste prendre l'importance que les femmes ont eu dans la société, puis juste voir comment ils ont évolué, puis où est-ce qu'on est rendu à travers tout ça. T'sais. Fait que de cette manière-là, c'est intéressant. Puis dans le fond, le film, c'est ça, c'est la mère Augustine qui est jouée par Céline Bonnier, qu'elle gère le couvent. Puis là, t'as sa sœur qui amène sa nièce, qui est jouée par Lisanne Ménard, qui est une genre de pianiste incroyable. Dans la vraie vie, c'est une musicienne aussi, elle joue du piano, puis c'était génial. Puis c'est une genre de bombe dans le couvent, fait qu'elle fout un peu la merde. Puis là, il faut qu'elle essaie de gérer sa nièce, mais elle, c'est un peu le désir qu'elle a toujours voulu être une musicienne, mais là, c'est comme réfugiée dans la religion parce que c'était la chose à faire, tu sais. Fait que t'as toute cette contradiction-là, puis c'est tout le clash entre une espèce d'archaïsme religieux par rapport à la modernité, puis tu sens il y a comme un niveau de langage aussi où est-ce que les sœurs ils parlent avec un français très développé, puis les autres ils parlent avec un français normal, j'imagine qu'on parlait à l'époque aussi, tu sais, oui. Fait que t'as comme toute cette contradiction là, puis plus que ça avance, plus que les sœurs vont avoir un langage, je pense, qui va ressembler aux autres, puis c'est de s'habituer, puis c'est que comment t'appelles ça, c'est une toge ou je sais pas trop quoi, tu sais, pas le voile, là, ouais. Mais en tout cas, plus ça avance, plus qu'ils vont se dénuder de cette manière-là, puis devenir comme... perdre un peu leur fonction, devenir des personnes un peu plus dans la société, t'sais. Fait que tu sais, c'est un film qui est simple. Tu sais, j'ai pas trippé comme un fou, là, tu sais, on s'entend. C'est pas un film qui est nécessairement très sexy, mais c'est un film que la musique est le fun, parce que t'as beaucoup de musique classique de Mozart, tout ça, puis t'as beaucoup de jazz à travers de Mozart que je trouve intéressant. Puis, tu sais, c'est un regard intéressant sur notre histoire aussi, puis je pense que c'est tourné à Saint-Hyacinthe, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça se passe genre à Saint-Marc, sur Richelieu, dans ce bout-là. Puis c'est comme sur le bord de l'eau, c'est des beaux plans aussi. Ben, c'est pas si loin que ça, là. Ben, c'est proche de chez nous, c'est peut-être loin de chez vous. Mais... Ça se passe en région, ce film-là. C'est ça. Fait que, en tout cas, intéressant. C'est un film qui est intéressant, oui. Je vous le conseille. Ça ressemble un peu... ben, je sais pas si tu l'avais vu. Tu sais, j'avais parlé d'un film québécois. C'est une école là, religieuse pour jeunes. C'est-tu les choristes? Non, c'est français, les choristes. Non, c'est français. Non, c'est récent, là. Ah, toi, tu me parles-tu de Club Vinland? Le Club Vinland. Ouais, ben, je l'ai pas vu. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais sûrement qu'il doit y avoir des connotations qui reviennent. Peut-être. Mais tu sais, le fait que je te dis c'est un film fait par des femmes avec des femmes sur une histoire de femmes, je trouve ça intéressant parce que dans la vie, il y en a à peu près pas. Tu sais, moi, je pense à Portrait de la jeune fille en feu, c'en est un que c'est à peu près uniquement des femmes. Mais à part ça, là, ça me vient pas pantoute. Là. Fait que c'est comme un plus intéressant, je pense, de voir juste un regard de même. Là. C'est le fun.
C'est le fun. Christy. Ok. On peut regarder ça au C'est Cinémascope. le 8 septembre avec la scénariste qui est sur place. J'ai une entrevue avec lundi. En plus? En plus, ouais. Ça, c'est le fun. Ben sinon, ça doit se trouver. Ça doit se trouver. Sur Ouais, la c'est un plateforme. film, j'imagine, sur Crave. C'est possible. C'est possible. Faut Film checker. québécois sur Crave. Ouais. Je peux aller avec mon dernier film. Encore là, très pourri. J'ai été très déçu. Un 2024 assez mollo, hein, dans les films, les nouveautés. Je suis déçu. Absolument. Il n'y a rien de bon, on dirait. Là. Il y a 2 semaines, Borderlands. J'ai... Mais c'est plate, parce que, tu sais, moi, j'avais des attentes, parce que le jeu est extraordinaire, puis j'ai l'impression que Eli Roth s'est fait couper l'herbe sous le pied. Là. Ben, j'ai pas reconnu du tout Eli Roth. Puis j'étais déçu parce que dans son Thanksgiving, qui est sorti à l'automne 2023, c'était vraiment écœurant. Thanksgiving, qui est sur Crave, je crois. Vous pouvez voir ce film-là. Un slasher en bonne et due forme, puis tu reconnais du Eli Roth, puis c'est très... C'est écœurant, c'est sanglant et tout. Mais là, Borderlands, moi j'ai jamais joué au jeu. À la base. Tu sais, des jeux, c'est ultra trash, ça sac, pis c'est genre ultra violent dans les propos, puis dans les membres qui sont coupés, pis tout ça. Là, ça avait l'air, tu sais, mais on dirait le film, c'est ça que je me suis dit, on dirait qu'il y a eu une retenue, une espèce de censure qui avait pas rapport vraiment. Parce qu'ils veulent aller à quelque part, tu sais, dans une espèce de... Ça ressemble un peu à un No Man's Land, là, un peu à la Mad Max. Puis c'est très science-fiction, là, c'est une planète, puis ils se promènent et tout. Puis là, t'as Cate Blanchett qui joue le protagoniste, qui est quand même... tu sais, j'adore Cate Blanchett, mais je veux dire, elle a l'air trop vieille pour le personnage. Mais je connais pas le personnage dans le jeu, peut-être que c'est une vieille aussi, là. C'est-tu l'archange, c'est ça? C'est-tu elle? Non, c'est l'élite, hein, c'est ça? Ben, elle joue... ben, ouais, je crois que c'est l'élite qu'elle joue. Ouais, l'élite, ouais. Ben, à la fin, elle a comme un pouvoir, là, fait que je sais pas si... je veux pas spoiler le film, non, mais... mais ça arrive que... tu la vois jouer, elle joue bien, mais on dirait c'est un personnage que j'aurais vu plus jeune, peut-être, qui pour se mixer un peu mieux aux autres personnages, qui est joué, bon, t'as un général qui est joué par Kevin Hart, mesure 3 pommes, c'est un peu bizarre, puis t'as une jeune aussi qui lance des bombes, puis t'as un espèce de grand gars musclé là, qui parle pas trop, il a l'air un peu stupide, mais il est super fort. Oui, vas-y. Jack Black, il joue dessus le robot, c'est ça? Il joue le Clappers. Clappers. Qui, bon, Jack Black, une bonne voix, tu sais, il porte et tout, mais je trouve le personnage de Clappers très, très, très dérangeant, là, dans le film, là, c'est très... tu sais, c'est un point mort, tu sais, dans le sens que Claptrap, il est là pour faire rire, mais des fois, il dit des affaires, tu te dis pourquoi il parle. Puis d'autres affaires, tu sais, il fait tout le temps des blagues, mettons, quand c'est des scènes très suspense, ou... tu sais, il est toujours là par rapport, tu sais. C'est ça, dans le jeu, c'est ça aussi, mais je pense que peut-être dans un format de scénario, ça s'adapte peut-être moins bien, parce que t'as des choses à respecter pareil. Des fois, je voyais un peu... tu sais, il y a beaucoup de références à Star Wars, tu sais, au début, puis avec Claptrap aussi, que... Tu sais, le petit robot, là, qui est là, pis tout. Puis t'as Jamie Lee Curtis aussi qui joue... elle jouait bien, quand même. Elle joue une espèce de scientifique. Parce que le scénario, ça va être que l'élite, qui est Cate Blanchett, c'est une chasseuse de primes, puis elle va se retrouver à devoir chasser la fille d'un grand dirigeant, qui est joué par Edgar Ramirez. Ça fait quand même un bout qu'on l'a pas vu. Puis, elle s'en va sur une planète, justement, à la chercher. Puis c'est la planète de son enfance. C'est là où elle a grandi. Puis là, elle se retrouve avec le clan de Kevin Hart, la petite fille qu'elle doit chercher. Parce qu'elle, elle a été comme sauvée, si tu veux, par Kevin Hart, avec le grand gars aussi, qui parle jamais. Puis là, ils vont aller retrouver Jamie Lee Curtis parce que la petite fille... Elle est perçue comme la sauveuse, si tu veux, là, l'espèce de clé qui doit ouvrir un monde magique là, sur un univers interdimensionnel où est-ce qu'il y a plein d'armes, puis il y a plein d'affaires. Mais là, le grand méchant, c'est le père de la petite fille, que lui, il veut ces armes-là. En tout cas, c'est un scénario déjà vu, là, blockbuster et tout. On se doute bien de la fin, mais c'est tout le film en soi que, tu sais,
il est pas si long, 1h40 cuc, mais tu sais, le scénario est très mauvais, puis les dialogues, ils ont pas rapport. Il y a des scènes vraiment ridicules que tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis la fin aussi, il se passe plein d'affaires. Tu sais, là, bon, il y a des pouvoirs qui sortent là, de n'importe où. Tu te dis, Colin, il y a rien qui nous a expliqué ça, tu sais. Puis, mais c'est ça. Mais peut-être qu'en jouant au jeu, peut-être que tu comprends un peu mieux le film. En même temps, peut-être que tu le détestes un peu plus aussi. Fait que, moi, je connaissais pas le jeu, mais j'ai pas aimé le film. Donc, ça te donne pas trop envie de jouer au jeu, mais si tu me dis que c'était correct Ah comme non, jeu, c'est vraiment génial les jeux, c'est fucking nice les jeux. C'est violent, puis c'est drôle, puis c'est vraiment Ben, fun. c'est ça l'affaire, c'est que s'il y avait eu beaucoup de sang, tu sais, de violence, de langage vulgaire, tu sais, un peu à la Deadpool, ça aurait peut-être, tu sais, au moins sauvé le scénario très mauvais. Mais là, il y a Ce pas que ça, tu sais, il y a j'entends. une retenue de ça, pis c'est très comme familial, pis c'est mauvais. Ce que j'entends, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est pas nécessairement ce qui a été tourné, parce que je pense que les premières images c'était fucking trash comme Eli Roth fait habituellement, puis il se fait couper l'herbe sur pied. C'est le studio, je sais pas ce qui a produit ça, là, mais c'est Sony ou peu importe. Là, C'est mais, Lionsgate. c'est ça. Ben, en tout cas, c'est eux qui ont coupé ça, puis ils ont dit non, t'as pas le droit d'être aussi violent que ça. T'sais. C'est bizarre, tabarouette. Parce que Lionsgate, tu sais, ils ont fait des Rambo, ils ont fait... Ouais. Tu sais, me semble, ils veulent sauver leur studio, ben, faites un film violent. Ouais. Donc, décevant, mais je vous dirais d'attendre. Là. Si vous êtes intéressé à le voir, attendez qu'il soit sur un streaming que vous payez déjà. Hein? Parce que si vous payez Prime Vidéo, c'est gratuit. Donc, c'est ça pour moi, Borderlands. Pas bien aimé. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Ben? Ben, à babouiner, assurément. Mm-hmm. Puis vendredi prochain, Cinémathèque, qu'est-ce qui se passe? Star Wars? Star Wars. Qu'est-ce que c'est? Sur le grand écran. Gros film J'ai à la mon billet. Cinémathèque québécoise de Montréal. Oh, yeah. J'ai mon billet vendredi à 8h, je pense, 8h15. Ah, 8h30. hey, ça doit être plein quand même comme salle. Je sais qu'ils ont rajouté une autre date en septembre, Ok. mais je sais pas il y a combien de billets. Moi, j'y restais comme 80 quelques billets quand je l'ai pris. Hmm. Puis ça fait quand même longtemps. Très bon film. Il y a une autre nouveauté qui est sortie cette semaine. Elle joue pas dans mon coin, mais je crois qu'elle joue au 10... J'ai vu qu'elle jouait au 10-30 à Brossard. Puis elle doit jouer quand même pas mal partout à Montréal aussi. C'est Blink Twice. Ouais, j'ai vu l'image. Là. C'est un film avec Channing Tatum. Puis il y a aussi Eiza Gonzalez, je crois, dans le film. Mais c'est un film de Zoe Kravitz. Je crois que c'est son premier long métrage. Ah oui, ok. Ouais. Puis, ben, ça a l'air d'être une espèce de satire sociale, un peu dénoncer les agissements, tu sais, des gros mafras, là, de la politique et tout, tu sais, Jeffrey Epstein, puis, c'est ça. Je crois que c'est pour dénoncer, justement, ce MeToo-là, là, qui est sorti dans les dernières années. Donc, ça a l'air quand même intéressant. Channing Tatum a l'air d'un Christy de fou malade mental, là, fait que... je vais peut-être aller voir ça. Puis vous en dire des nouvelles. La nouveauté la semaine prochaine, c'est un film... ben, la grosse nouveauté là, que je sais qui sort la semaine prochaine, c'est un film d'horreur de Blumhouse. Ça a l'air totalement mauvais. C'est... en anglais, il me semble, c'est AI. Mais en français, c'est comme Ok. terrifiant. Puis ils ont mis le AI de terrifiant en rouge. Fait que je sais pas c'est quoi le titre. Là. C'est-tu terrifiant ou c'est AI? Ben, c'est comme un peu... c'est un peu un film d'horreur sur un genre de remake de, tu sais, La Maison du Futur, là. Il y a eu un film dans les années 90 pour jeunes, là. C'est une comédie familiale. Mais La Maison du Futur, que c'est comme... Ils ont fait un spécial Halloween dans Les Simpsons. Où est-ce que c'est Pierce Brosnan là, qui parle à la famille, parce que là, c'est un robot qui gère la maison. Mais là, ça a l'air d'être un peu ça. C'est un AI, puis c'est... Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est John Cho, qui est le père de famille, là, qui joue. Mais il y a aussi Catherine Waterstone, qui joue. Waterstone, qui jouait la protagoniste dans Alien Covenant, d'ailleurs, pour faire un lien avec Romulus. Mais. Je dirais que c'est. Elle était pas très bonne dans Covenant. En tout cas, moi je l'ai pas vraiment aimé. Mais Moi, je l'ai aimé dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. elle était bonne, oui. Elle était bonne. Très bonne là-dedans. J'ai adoré. Fait que bref. On va peut-être aller voir ça. Mardi pas cher, tu sais.
Mais Blumhouse déçoit. Tu sais, Blumhouse déçoit. Absolument. Sur ce, restez à l'écoute, écoutez Disney+, toute l'équipe. À la semaine prochaine.